Bonjour à tous. On continue le pré-programme des Lauriers de la Régénération 2025 avec un sujet très très important qui est finalement comment valoriser les impacts contributifs des entreprises finalement quel modèle économique, quelles approches financières, quels éléments comptables pour valoriser les pratiques régénératives. En fait, c'est ça qui nous réunit. Euh, Ça fait un petit moment qu'on échange avec Yacine, qui est porteur de l'approche Economics of Mutuality en tant que chercheur dans le lab qu'il va nous présenter. Euh, on a aussi fait appel à d'autres personnes qui sont engagées dans les lauriers de la régénération 2025 pour échanger, affiner nos points de vue. Euh, je suis ravi d'accueillir Yacine qui va se présenter et qui va nous poser plus précisément que moi l'enjeu qui nous réunit et la succession de points qu'il souhaite partager avec nous euh, et qui s'ensuivra d'un échange avec nos chers participants aujourd'hui. Je te passe la main, Yacine, et encore merci pour tout ce travail depuis des années et ce travail de préparation sur la régénération. Tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Yacine Elouarzazi. Voilà, je suis un ingénieur à la base de formation. J'ai passé l'essentiel de ma carrière à travailler dans plusieurs centres de recherche plutôt privés, dans des grands groupes, des choses comme ça. Et sur les 15 dernières années, j'ai travaillé avec des universitaires et des entreprises sur l'élaboration d'une méthodologie ou d'un ensemble d'outils pour les entreprises qui veulent vraiment avoir une mission. Alors, c'est pas vraiment la notion légale d'entreprise à mission qu'on entend en France, mais c'est vraiment toutes ces entreprises, de quelque nationalité qu'elles soient, qui ont envie d'avoir un impact un peu plus positif sur l'environnement ou sur en fait les aspects sociaux, sur les aspects environnementaux, mais en fait beaucoup aussi sur les aspects sociaux, et qui essaient quelque part de reformuler leur mission d'entreprise et de l'intégrer dans leur stratégie de manière un peu plus, je dirais, euh, honnête et transparente quand on se compare à ce qu'on entend le plus souvent comme étant des missions d'entreprise, qui sont des visions un petit peu des mots sur le mur et qui ne correspondent pas vraiment à la stratégie de l'entreprise. Donc, voilà, on les aide à intégrer leur mission dans leur stratégie de manière concrète. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est évidemment quelque chose qui n'est pas exactement un travail sur la régénération, mais c'est un travail qui est très hautement compatible avec la régénération. Et d'ailleurs, certaines des réflexions se sont un petit peu inspirées et enrichies des approches liées à la régénération. Donc voilà, moi j'ai présenté un petit peu la méthode et les outils qu'on a été amenés à développer avec ces académiques et ces grandes entreprises sur comment est-ce que ces entreprises peuvent intégrer une vraie mission, je dirais non financière par exemple, dans leur stratégie. Et on va passer un peu plus de temps que d'habitude, on va dire, dans ce type de présentation sur les aspects de mesure de la performance et de l'atterrissage comptable, même si je vous préviens tout de suite, euh, la- l'image n'est pas super rose sur les outils comptables qu'on a aujourd'hui pour vraiment valoriser l'apport positif de la régénération. Mais c'est juste, voilà, au moins ça posera, je pense, un peu quelques éléments de base. Ça permettra d'avoir une conversation intéressante à la fin sur les possibilités qu'on peut avoir ensemble. Donc, je vais me permettre de partager mon écran. Attends, Yacine, on va peut-être faire un Ah, petit tour. pardon. Ouais, Bref. vas-y. Alors, qui veut se présenter peut-être donc, il y a pas mal de personnes du collectif Nous sommes vivants. Peut-être Laurence. Bonjour à tous et à tous, en fait. Laurence Pintena, ah non, il y a une dame, Anne-Emmanuel. Donc, bonjour à tous, à toutes. Laurence Pintena, je suis consultante et j'accompagne en fait les entreprises dans l'accélération des transformations économiques, sociales et environnementales. Et je fais effectivement partie du collectif Nous sommes vivants, formé au Régène BMC Business Model Canva de la Régénération. Et l'intérêt pour moi d'être là aujourd'hui, c'est effectivement sur tout ce qui concerne la mesure, l'atterrissage comptable. Et je sais que c'est work in progress, mais c'est en participant à ce genre de webinaire que
on continue à apprendre et à cogiter et à contribuer si possible. Très bien. Cyril, Stéphane. Allez, je prends le relais. Donc, Stéphane Nero. Donc, moi, je suis stratège dans la transformation depuis plus d'un an maintenant. Je fais partie du collectif Nous sommes vivants et donc j'accompagne les entreprises dans tout ce qui est effectivement mise en place du business model Canva régénérative. Donc, je l'ai fait pour le numérique et en cours pour la partie viticole également. Et aussi, je suis adhérent du CRC porte aussi la comptabilité CARE. Voilà. Et qui est un groupe de travail qui travaille sur le régénératif depuis peu. Moi, je m'appelle Cyril Souche. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années à accompagner des collectivités, des entreprises à intégrer le développement durable dans leur démarche, que ce soit avec les agendas 21 scolaires ou territoriaux ou de Agenda 2030. Je suis formé au Régène BMC. Je suis sur Montpellier. J'ai rejoint le collectif à la fin de l'année dernière. Merci, Stéphane. Je crois que Florent est... Ah, Florent, Florent. Si, Attends, ouais, bonjour. Bah, dis-moi. je suis dans un endroit où il y a beaucoup de monde, donc je suis désolé, il y aura peut-être du bruit. Mais vous m'entendez là? Oui, Oui, eh ben, moi je suis Florent Courreau, je dirige Tech for Life, qui est une petite société qui fait des études, qui fait de la formation et qui fait du conseil, de l'accompagnement autour des comptabilités socio-environnementales. Là, quelqu'un a parlé de la méthode CARE. Et puis, je ne fais pas partie du collectif encore, mais j'ai trouvé ça intéressant de m'associer à cet événement pour essayer de faire un couplage entre des visions régénératives qui disent qu'on ne peut pas seulement se limiter, c'est nécessaire de se limiter, mais on ne peut pas seulement faire ça vis-à-vis des capitaux naturels et sociaux. Et donc voilà, j'animerai le 17 une table ronde aussi en digital comme celle-ci, avec plusieurs intervenants de plusieurs méthodes qui parleront de ces sujets, en essayant d'articuler les deux, ce qui n'est pas un exercice facile. Voilà. non, merci, hein. C'est vrai que c'est pas simple. On est sur des terrains où on est extrêmement attendu et on doit avancer en humilité. Stéphane Morel? Oui, bonjour à tous, donc Stéphane Morel. Donc moi je suis professeur affilié à l'ESCP Business School. Dans mon passé, j'ai fait 17 ans chez Renault, donc sur le terrain, l'industrie, les décisions COMEX. Et là aujourd'hui, j'accompagne les entreprises dans leur formation, leur transformation vers des pratiques plus durables. Et je découvre la régénération au travers de Nous sommes vivants. Donc vraiment ravi de participer à ce call aujourd'hui pour voir l'aspect plus comptabilité que moi j'ai vu sur les produits avec des méthodes ACV ou autres par le passé. Et puis j'en profite du coup, comme Florent, j'animerai une table ronde le 17 juin autour de du coup la place de la régénération dans l'éducation aujourd'hui. Et on aura une super table ronde très diversifiée, ça va être très sympa. Merci. Je ne sais pas si Ben Schwartz veut prendre la parole. Oui. Oui, bonjour. J'ai qu'un pied dans l'association pour l'instant parce que je suis engagé ailleurs, j'ai pas tout à fait le temps. Donc je pense que dans les prochains mois, je serai beaucoup plus impliqué. Je pourrais pas être très impliqué pour les 17 et 18 pour d'autres raisons. Je gère une association qui s'appelle Greening of Streaming. Donc moi, je suis vraiment dans la tech profonde et où on essaye de comprendre déjà quel est l'impact environnemental du streaming, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes et d'opacité, et bien sûr d'arriver sur des recommandations pour avoir un monde meilleur de ce point de vue-là. Donc c'est un point de vue extrêmement pointu. Et mon objectif en m'associant avec vous, c'est aussi de passer à l'étape d'après, à la régénération, à comment je peux faire quelque chose avec la vie dans ce monde très 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 tech. Merci. Anne-Emmanuel, je crois que Pierre-Yves est dans les transports. Oui, bonjour à tous. Ancienne chef de projet événementiel, actuellement en recherche de poste de chef de projet RSE, très intéressée par le régénératif et convaincue de ses bienfaits. Voilà, je pense que dans le cadre de ma recherche de poste de chef de projet RSE, c'est essentiel de savoir comment mettre en valeur les impacts positifs de façon comptable. Et donc, c'est pour ça que je suis là à cette table ronde. Très bien, merci. Ok, oui, Yves. Celui que je tente. Allez. Et moi, Thierry Dratel, je suis recruteur, généraliste, mais également recruteur de profil RFE, SG ou dans l'impact positif. Je suis secrétaire général du Nous Sommes Vivants, formé au régime BMC.
Et je suis aussi cofondateur d'une société sur laquelle on a très peu communiqué, qui s'appelle Maganga, qui est une fondation, fonds de dotation pour la régénération de la biodiversité, qui a organisé un événement le lundi 29 septembre de levée de fonds auprès de mécènes pour justement régénérer la biodiversité concrètement sur le territoire par la suite. Merci. Bon, bah dis donc, quel public engagé. Je te laisse, Yacine, présenter tes slides. Oui, avec plaisir. Donc, je vais juste quand même m'assurer pour, euh, pour bien poser le contexte. Euh, Nous, voilà, on va bien montrer ici la perspective de grandes entreprises qui sont en moyenne très, 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 très loin de l'état d'esprit régénératif, hein. C'est-à-dire que nous, les gens qu'on a en face de nous ne sont pas des gens qui sont déjà engagés dans cette démarche, etc. Ils sont en général, ils viennent d'un état d'esprit où sont des entreprises qui peuvent avoir des valeurs, hein, bien sûr, pas de problème, euh, mais qui viennent d'un environnement où l'objectif numéro un a toujours été la croissance et qui, quelque part, se posent des questions à raison d'être de leur entreprise sur leur mission. Parfois, c'est parce qu'il y a des ventes qui ralentissent. Parfois, c'est parce qu'ils se posent vraiment des questions sur leur capacité à aborder la prochaine étape, hein, dans leur stratégie, etc., etc. Donc, on va partir quand même de très, très loin par rapport au niveau d'expertise et de connaissances qu'il y a aujourd'hui dans la salle virtuelle. Donc, voilà. Donc, c'est juste parce qu'il y a des choses qui vont peut-être vous paraître évidentes ou qui vont peut-être vous paraître voilà, pas toujours lié aux aspects purement environnementaux, ou régénératifs, ou biodiversité. Mais je pense que c'est quand même un aspect important, hein, du contexte. Donc, commençons par là. Euh, Quand on va voir tous ces grands groupes, ces grandes entreprises qui sont des multinationales, qui se posent des questions sur leur raison d'être, leur mission d'entreprise, etc., ça commence souvent par une situation où on a euh, une stratégie intégralement orientée croissance et résultats financiers, et quelques valeurs qu'on exprime souvent comme étant nous, on veut être l'entreprise de demain, on veut aider les gens à, etc., etc., mais finalement, c'est pas très bien intégré dans leur stratégie. Donc, la première étape, en fait, ce qu'on essaie de faire avec eux, c'est d'essayer de reformuler quelque part le rôle de l'entreprise tel qu'on aimerait le voir, qui n'est pas donc un maximiseur de profit, mais qui est la résolution de problèmes réels, de problèmes significatifs, de manière rentable. D'accord? Donc, c'est la première étape, quelque part, de la conversion, hein, qu'on démarre en leur disant, voilà, le rôle de l'entreprise, et je suis désolé si l'essentiel de cette présentation est en anglais, donc je vais essayer de la restituer en français autant que faire se peut. Et là, en fait, encore une fois, peut-être que dans la salle, ça va vous sembler évident, mais c'est déjà pas du tout évident pour la plupart des entreprises de se remettre dans cet état d'esprit. Disons, en fait, votre vraie performance, ce sont les problèmes que vous résolvez. Donc, vous choisissez un problème à résoudre qui est significatif, qui a un sens, et votre aptitude à le résoudre, donc à le mesurer, hein, au passage, ça va être votre vraie performance. Votre rentabilité, c'est une mesure de durabilité et pas une mesure de performance quelque part. C'est-à-dire que vous ne pouvez résoudre un problème à l'échelle et dans le temps que si c'est rentable. Parce que justement, là, on se focalise sur les solutions de type entreprise privée, donc pour le profit, mais qui veulent quand même s'attaquer à des problèmes significatifs. Et ça peut être des problèmes comme l'amélioration de la santé et de la qualité de vie de certains types de patients. Ça peut être des choses beaucoup plus prosaïques comme améliorer l'expérience et la performance énergétique de la rénovation de l'habitat. Ça peut être des choses comme tout simplement améliorer la santé des animaux de compagnie ou des animaux de ferme. Donc, c'est dans des entreprises qui ont des business qui sont adjacents à ces domaines-là et à qui on va demander de choisir euh, ce qu'on appelle un meaningful challenge en bon français, donc un défi significatif, un vrai problème sociétal ou environnemental à résoudre, et d'en faire quelque part le point de départ de développement d'une stratégie. Alors, en résumé, comment ça marche? Plutôt que de considérer l'entreprise comme étant au centre d'un écosystème, on parle souvent à l'entreprise et ses parties prenantes, on dit non, 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 non. Euh, on va décentrer l'entreprise, on va mettre le défi significatif, le challenge, le problème qu'on veut résoudre au centre de la réflexion,
et l'entreprise sera au mieux une partie prenante de ce problème-là, hein. Donc, on va définir l'écosystème, dans ce cas-là, comme étant l'ensemble des parties prenantes qui sont pertinentes pour un souci donné, hein. Je rappelle, comme l'idée, par exemple, d'améliorer la qualité de vie des diabétiques ou la santé de l'animal de compagnie, etc., etc. Notre aptitude à concevoir des interventions dans cet écosystème, donc en fait, dont les frontières sont définies par le problème à résoudre et non pas par l'entreprise et ses relations, notre aptitude à concevoir des interventions rentables à l'intérieur de cet écosystème qui apportent à la fois une amélioration mesurable du problème qui est donc ciblé et qui le font de manière rentable, c'est ça qu'on appelle quelque part la valeur mutuelle ou la mutual value dans notre vocabulaire, c'est-à-dire c'est la vraie performance de l'entreprise. La performance, c'est cet ensemble de deux choses, l'amélioration mesurable de critères qu'on va définir sur le problème à résoudre et le fait de le faire de manière rentable pour que ça fasse partie de la stratégie de l'entreprise et que ce ne soit pas quelque chose de périphérique et quelque chose quelque part qui soit considéré comme une sorte de centre de coût, comme malheureusement encore aujourd'hui, beaucoup d'aspects de RSE sont encore considérés uniquement comme des centres de coût et ils ne cherchent pas vraiment à être intégrés, on ne cherche pas vraiment à les intégrer à la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, c'est un petit peu là-dessus qu'on travaille. C'est un peu plus étroit que la notion peut-être plus générale de responsabilité d'entreprise ou de durabilité ou de régénération. Mais c'est vraiment là-dessus que nous, on a travaillé. Et il y a un aspect assez intéressant dans ce travail-là, c'est que finalement, on parle à beaucoup de personnes qui sont au départ pas convaincues euh, par ces éléments-là, mais qui essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent les intégrer dans une approche, on va dire, élargie de la performance et de la rentabilité. Alors, oui, donc pour aller un peu plus dans le détail, on va les aider à définir ce fameux problème central, ou purpose, ou raison d'être, d'une manière un peu particulière, hein, dans le sens où euh, il y a pas mal de gens que quand on regarde un petit peu les différentes raisons d'être telles qu'elles peuvent apparaître dans les rapports annuels ou les sites web de différentes grandes entreprises, on se rend compte très très vite qu'elles n'ont pas souvent beaucoup de sens, hein, d'accord? C'est beaucoup de pour demain, on fera les choses bien, pour l'amélioration du monde pour les gens, etc. C'est pas très défini. Donc déjà, on les amène à dire, OK, il va falloir que vous nous définissiez quelle population, pour quelle partie de l'écosystème est-ce que vous voulez améliorer les choses et qu'est-ce que vous allez améliorer exactement et comment vous le mesureriez. D'accord? Donc, quelque part, ça doit être quelque chose à la fois d'externe à l'entreprise et quelque chose de suffisamment spécifique pour être mesuré. Une fois qu'on l'a défini, on va identifier toutes les parties prenantes qui ont un rôle à jouer là-dedans. Donc, qui sont soit impactés par ce problème, soit qui ont un impact sur ce problème. Donc, on va voir un ou deux exemples juste après. Une fois qu'on les a identifiés et qu'on a dit, OK, donc voilà là où on pourrait intervenir pour améliorer ce problème de manière rentable, la mesure de cette performance, elle va jamais être uniquement financière. Parce que ces interventions vont devoir changer des relations, vont devoir changer le système autour du problème. Et ce système va souvent être défini par des aspects mesurables qui sont dans le cadre du capital naturel, évidemment, financier, évidemment, mais aussi ce qu'on appelle humain et social. Et on reviendra un petit peu vers la fin sur les méthodes de mesure là-dessus. Ok, donc on démarre un petit peu par cette idée de raison d'être, de purpose, comme on se dit. Et donc, quand on en a étudié quelques centaines, on se rend compte qu'il y a finalement trois archétypes, hein, qu'on rencontre dans les entreprises. On a les entreprises qui décrivent ce qu'elles font. Hein, donc, par exemple, je sais pas, moi, Procter& Gamble, d'autres personnes qui disent, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on produit des produits de grande qualité, marqués, pour améliorer la vie des gens. D'accord? Donc, ils vont vraiment décrire ce que fait leur entreprise. Il y a un autre archétype qui est celui des valeurs. D'accord? Donc, je suis Airbnb et ma raison d'être, c'est Belong Anywhere. Ok? C'est une sorte de slogan qui explique quelles sont les valeurs de l'entreprise, en quelque sorte. Et pour finir, il y a ce fameux défi significatif, hein, dont on parlait. C'est quand on définit une population externe, est-ce qu'on améliore pour eux? Donc, on va prendre par exemple les internautes. On veut améliorer euh, euh, l'accessibilité et l'utilité de l'information qu'il y a sur Internet. Hein, quiconque y a passé quelque temps, on se rend compte tout de suite que c'est pas tout à fait facile. Donc, quand on arrive à définir l'objectif et de manière précise externe, ça fait ce qu'on appelle, nous, un meaningful challenge. Donc, un exemple d'entreprise qu'on a pu accompagner dans cet exercice-là,
Ça a été par exemple celui d'une grande entreprise qui fabriquait de la nourriture pour animaux, d'accord euh, qui commençait avec une raison d'être très générique, qui on veut créer un meilleur monde pour les animaux. Ok, très bien, pour les animaux de compagnie. Mais rapidement, ils se sont dit, bon, bah, ça veut dire quoi un meilleur monde? C'est un peu vague tout ça. Donc pour le rendre plus spécifique, on va dire qu'on va essayer d'améliorer leur santé au travers de la nutrition. Alors ça, c'est gentil, mais la santé, c'est très bien, mais la nutrition, c'est pas ce qu'on améliore, c'est ce qu'on fait. C'est... Donc, quelque part, si on veut vraiment être externe, on va se focaliser sur l'amélioration de la santé des animaux. Et si c'est ça la nouvelle raison d'être, alors on va utiliser cette définition-là, et non pas la définition de l'entreprise liée à la nutrition, pour définir l'écosystème et pour intégrer progressivement dans la stratégie des mesures qui soient extra-financières. D'accord? Donc c'est ce qui nous a amené donc à l'étape d'après, qui est de se dire bah, finalement quel est l'écosystème de parties prenantes qui a impacté ou qui nous permet de définir finalement le domaine d'exercice de la future stratégie de l'entreprise. Et très rapidement, on se rend compte que si on veut juste être des leaders dans la nutrition animale, dans sa précision, dans sa qualité, etc., ben, il y a un certain nombre de personnes qu'on doit pouvoir engager, avec lesquelles on va devoir interagir, que ce soit les possesseurs qui achètent la nourriture, les distributeurs, les fournisseurs, etc., qui sont en fait les parties prenantes classiques de l'entreprise. Si par contre on veut améliorer la santé des animaux, et ben là, il y a plein de parties prenantes qui peuvent avoir un impact dessus. Donc évidemment, la partie santé, on pense aux vétérinaires, aux infirmiers vétérinaires, etc. Ou peut-être aux universités qui les forment, mais il faut penser aussi à la source de ces animaux, les éleveurs, les refuges, qui peuvent avoir un impact très important sur leur santé. La vie quotidienne de l'animal est impactée par plein de choses, en passant par euh, euh, toutes les réglementations locales, la présence des parcs, les associations de propriétaires, est-ce qu'elles permettent ou ne permettent pas, etc., etc. Et donc on commence à voir que définir une raison d'être qui soit externe et spécifiquement mesurable nous amène très souvent à élargir de manière très importante l'écosystème des parties prenantes à considérer et au sein desquelles finalement va s'exprimer la proposition de valeur et la future stratégie de l'entreprise. Donc, c'est ce qui nous a amené à faire des études d'écosystème où on a cartographié tout cet écosystème. On allait faire des interviews, des entretiens avec toutes ces parties prenantes pour arriver à comprendre quels sont les points de tension dans cet écosystème, quelle est l'expérience vécue par toutes ces parties prenantes, et finalement, quels sont les points d'accroche ou les points d'achoppement un peu systémiques dans cet écosystème pour arriver à définir ensuite la stratégie comme étant l'intervention dans cet écosystème pour améliorer la santé de l'animal de manière rentable. Et très rapidement, on s'est rendu compte que, pour améliorer la santé de l'animal, il y avait certes des problèmes de type physiologique qui pouvaient être attaqués avec de la nourriture ou avec des médicaments, etc., ce que font souvent les fabricants. Mais il y a également énormément de barrières qui sont socio-économiques et culturelles, qui ont à voir avec la répartition des niveaux de richesse des gens et de leur aptitude ou non à avoir un accès à la santé vétérinaire, la relation et les niveaux de confiance qu'il y a dans cet écosystème, ça c'est le capital social, le niveau de connaissance qu'ont les différents acteurs, qui ça c'est du capital humain. Et donc tous ces éléments de performance ou de dynamique dans l'écosystème qui nous permettent de comprendre finalement où sont les vraies barrières à l'amélioration de la santé, nous ont amené progressivement à reformuler les différents aspects de la stratégie de cette entreprise. Donc là, ce qu'on voit finalement, c'est si on part de la raison d'être en haut, quels sont les principaux apprentissages qu'on a eus dans cette analyse de l'écosystème qui nous permettent d'intégrer ces éléments de performance non financière dans la stratégie de l'entreprise. Typiquement, on se rend compte que, évidemment, comme on a dit, il y a des facteurs physiologiques qui peuvent être de manière très efficace attaqués par la nutrition. Et ça va euh, la- jusqu'à des exemples un petit peu originaux, comme par exemple, il y a parfois des gens qui fabriquent de la nourriture pour animaux qui baissent le degré euh, donc d'allergènes dans leur salive et donc finalement qui rend les animaux moins allergènes pour les humains. Donc, ça peut être aussi avancé que ça. Mais voilà, donc il y a toute une partie qui est autour de l'alimentation, qui est quelque part la zone de confort de l'entreprise et c'est là où elle a toujours opéré. Donc quelque part, on peut dire que la plupart des gens qui fabriquent la nourriture pour animaux de compagnie ont uniquement la colonne de gauche dans leur stratégie.
D'accord? Tout ce qu'ils font, leurs innovations, leur approche, leurs réflexions, leurs investissements, se passe à gauche. Mais on se rend compte quand on analyse cet écosystème qu'en fait, les professionnels, comme les vétérinaires, les éleveurs, finalement les gens qui vous aident les gens qui vous vendent la nourriture dans les magasins, etc., peuvent avoir une très grosse influence sur les possesseurs d'animaux, sur leur comportement, sur leurs connaissances, etc., et donc sur la manière dont ils impactent la santé de l'animal. Et de la même manière, les croyances, les comportements, la situation, quelque part non seulement cognitive, mais aussi matérielle des possesseurs d'animaux, peuvent avoir un énorme effet sur la santé de l'animal. Et donc, maintenant, quand on va essayer de fabriquer des propositions de valeur dans cet écosystème, on rappelle qu'il y a deux critères qui sont, un, qu'elles améliorent la santé de l'animal, et deux, qu'elles soient rentables, eh bien, vont devoir passer par le fait de s'attaquer à ces trois problèmes et non pas uniquement le premier. Donc, on peut avoir des innovations au niveau de l'alimentation qui améliore la santé, très bien. Mais si on n'arrive pas à soutenir un écosystème qui soit robuste et résilient, d'experts ou de professionnels qui viennent soutenir le possesseur et l'animal dans leur santé, eh ben on voit qu'on va avoir beaucoup de difficultés à faire avancer cette santé de manière significative. Donc ça va les amener à avoir dans leur stratégie des choses comme des programmes de formation que ce soit en nutrition ou en comportement animal, qui soient tournés vers les professionnels de santé, mais aussi les professionnels des services liés aux animaux. Et ils vont également devoir faire attention à la santé financière de tous ces acteurs, parce que cette santé financière est parfois fragile. Donc, on imagine que les vétérinaires gagnent très bien leur vie, et certains d'entre eux, oui, mais ce n'est pas du tout le cas de tous les professionnels de santé, ni de tous les professionnels de l'animal de compagnie. Et donc, si on veut que ces gens-là jouent leur rôle dans le soutien des animaux de compagnie et de leurs possesseurs, ben, il va falloir que ces gens-là puissent être rentables entre eux. Donc, il y a une réflexion sur comment les intégrer dans les chaînes de valeur et je peux vous donner deux, trois exemples, qui en fait a amené cette entreprise à mettre en place des programmes pour quelque part où ils mesurent le degré de rentabilité ou de résilience financière de leurs partenaires externes et que ça fait partie aujourd'hui de leurs objectifs. C'est-à-dire que si certaines cliniques vétérinaires, par exemple, ne gagnent pas suffisamment d'argent pour rester ouvertes ou pour continuer à avoir encore plus d'animaux de compagnie, ben, ça fait partie des éléments de performance qui vont être suivis et pénalisés chez eux. D'accord? Et pour finir, il y a cette histoire d'engagement, de pouvoir quelque part interagir et pouvoir engager le possesseur lui-même dans tout un programme de changement de comportement pour pouvoir promouvoir les comportements qui amènent à une meilleure santé des animaux de compagnie. Et donc, tous ces éléments-là vont faire maintenant partie, enfin font partie depuis quelques années de la stratégie de l'entreprise avec des indicateurs, des objectifs donc une manière quelque part d'inciter les managers à travailler sur ces éléments-là, qui sont des éléments qui ne sont pas traditionnellement du profit interne de l'entreprise. D'accord? Donc ça nous amène finalement maintenant à cette notion de mesure de performance. Alors comment est-ce que ça va être fait? En fait, la manière, on a utilisé le système de Theory of Change, hein, que vous probablement connaissez déjà tous, hein. C'est-à-dire que toute activité ou toute stratégie, et là, évidemment, ben, des intrants et des résultats directs, qu'on va appeler des outputs, hein. Ça va être le nombre de personnes touchées par un programme de formation, le nombre de produits spécifiquement vendus pour telle et telle raison. Euh, on peut aussi compter là-dedans, évidemment, tous les intrants qui sont de type ressources naturelles. Et dans ce qui ressort, il peut y avoir tous les déchets, il peut y avoir les émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Mais typiquement, l'entreprise, en général, ne regarde que ces éléments-là, hein. Ils ont certaines activités, de quoi ils ont besoin, et qu'est-ce qui ressort des activités, ils s'arrêtent là. On veut les encourager, dire, mais non, mais en fait, vous avez bien vu que la santé animale, et si vous voulez intégrer ça dans la stratégie, ça ne fonctionne que si vous intégrez des éléments de mesure de performance externe qui ne sont pas du point de vue de l'entreprise, qui sont du point de vue de personnes externes. Donc, par exemple, est-ce que les vétérinaires gagnent bien leur vie? Est-ce qu'il y a un bon niveau de confiance entre les possesseurs et les vétérinaires? Est-ce que le niveau d'adoption des programmes de changement de comportement chez les possesseurs pour favoriser la santé de l'animal, est-ce que ce niveau d'adoption est élevé, etc., etc. Et au final, si l'objectif est la santé animale, ben, il faut arriver à la mesurer.
Comment on mesure la santé animale? Ben là, typiquement, on a des types de mesures qui sont soit par exemple de l'espérance de vie en bonne santé, qui se mesure à partir de tables qu'on retrouve soit c'est des assureurs, soit auprès de grandes chaînes vétérinaires, hein, par exemple. Ou alors on peut tout simplement mesurer la prévalence de certaines maladies, hein, qui sont des maladies assez graves qu'on sait être corrélées à beaucoup des problèmes de santé des animaux, hein, que ça passe de l'obésité, des problèmes rénaux, des problèmes dermatologiques, etc. Et tout simplement suivre le niveau de prévalence de ces maladies-là pour savoir si ce qu'on fait a un impact ou pas. D'accord? Et à la fois dans ces ressources dont on a besoin et dans ces outcomes et cet impact, et ben finalement, on va se retrouver très rapidement avec quatre types de mesures. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on essaye justement d'introduire auprès de ces entreprises. Donc, ce sont des mesures multicapitales, hein. Dans le capital humain, on va mettre évidemment tout ce qui est santé, hein, ça c'est facile, mais on va également mettre dedans des éléments comme les connaissances des différents acteurs de l'écosystème, quand c'est pertinent pour le problème à résoudre et voir aussi des mesures, des mesures, on va dire, de satisfaction, hein, avec sa vie, des mesures de bien-être. D'accord? Et tout ça, on va l'encapsuler sous capital humain. Hein, d'accord? Hein, santé, connaissance, bien-être. Dans le capital social, on va mesurer tout ce qui est en rapport avec les relations. Donc la confiance entre les acteurs, ça peut être aussi l'aptitude à participer ou la tendance à participer à des actions collectives, et aussi la cohésion sociale, hein, c'est le niveau de discrimination ou de non-discrimination au sein d'un écosystème. Le capital naturel, ce n'est pas des spécialistes comme vous que je vais expliquer ce que c'est et ce que ça inclut. Et pour le capital financier, c'est là aussi intéressant, c'est qu'on ne mesure pas uniquement la performance financière de l'entreprise, on veut également identifier les autres parties prenantes dont la performance financière est nécessaire pour l'accomplissement de la raison d'être. Donc typiquement, que les cliniques aillent bien, que les éleveurs aillent bien, que les refuges aillent bien, c'est nécessaire pour que l'animal de compagnie soit bien accompagné dans sa santé. Et donc leur niveau, donc le partage de la richesse avec eux et leur niveau de performance ou de résilience, de robustesse financière est en fait un des éléments qu'on mesure dans le cadre du tableau de bord de l'entreprise à cet endroit-là. Donc, typiquement, ce tableau de bord, il ressemble à quoi? Ben, il ressemble un petit peu à ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on va avoir pour des activités qui sont des produits de nutrition, mais aussi des programmes d'éducation, de formation et des programmes de partenariat qui visent quelque part à améliorer la performance financière de parties prenantes externes, comme des cliniques, hein, qui ne font pas partie de l'entreprise, hein, ou comme on a dit, des professionnels, hein, comme les éleveurs, etc. En termes de mesures classiques de la performance, qui sont les outputs, eh ben, on va retrouver les niveaux de distribution, les ventes, etc., les émissions de CO2, on va retrouver le nombre d'utilisateurs des différents services, le nombre de personnes formées, etc. Mais si on veut maintenant mesurer vraiment la performance au niveau des différents capitaux du point de vue de l'écosystème, là, on va pouvoir par exemple mesurer la qualité de l'expérience du possesseur, de A à Z. On va mesurer le niveau de connaissance à la fois chez le possesseur, mais aussi chez les professionnels qui le conseillent. D'accord? On va mesurer les niveaux de confiance. Donc là, en fait, c'est une entreprise qui déploie de manière régulière des baromètres, hein, de la confiance, voilà, qui prend des baromètres de la connaissance au niveau de la santé animale et qui les déploie au niveau de plusieurs acteurs, que ce soit des acteurs de la distribution, de la santé vétérinaire, des éleveurs et des refuges, euh, etc. D'accord? Et ils vont également essayer de mesurer directement ou indirectement la santé financière de leurs partenaires. D'accord? Soit par leur contribution à la santé financière des partenaires, soit tout simplement avec, encore une fois, des enquêtes qu'ils utilisent pour avoir ces mesures-là. Et donc, en intégrant ça au tableau de bord de l'entreprise, ben, on arrive quelque part à faire, à intégrer progressivement à la stratégie de l'entreprise ce type de performance non financière. Et donc, pour finir, comment est-ce qu'on imagine l'atterrissage comptable de tout ça? Et c'est là on arrive à la fois, on arrive avec des propositions qui sont pas toujours aussi réjouissantes qu'on le voudrait. Là, on a vu juste avant quel type de mesures on pouvait intégrer à la stratégie d'une entreprise
pour pouvoir intégrer la performance non financière. Et ça s'adapte très très bien aux aspects régénératifs si on veut le faire. Donc ça, c'est ce qu'on vient de montrer ici, hein. Les mesures qui s'appellent outcome et impact, ce ne sont pas des mesures classiques, hein, de performance, mais on peut les intégrer tout simplement dans les objectifs qu'on donne aux gens en interne à l'entreprise. On dit, voilà, on a telle et telle intervention qu'on sait améliorer la connaissance, qu'on sait améliorer la confiance, et ben, on va te demander quel est le degré en tant que manager, est-ce que tu as déployé ça chez toi, et on va mesurer la confiance, par exemple, entre les vétérinaires et les possesseurs dans ton marché, pour voir si ça s'est amélioré ou pas. Et ça, c'est tout à fait faisable en tant que méthode de gestion interne. L'étape d'après, c'est d'arriver à aligner les incitants internes et à comptabiliser ces améliorations de performance non financière. Et c'est là qu'interviennent toutes les approches comme CARE, comme EPNL, comme Natural Capital Protocol, comme ce que nous, on utilise le plus souvent, qu'on appelle le Mutual PNL. Entre nous, Mutual PNL, c'est en gros une version simplifiée de la partie compte de résultat de CARE, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les différentes approches, pour nous, CARE fait partie des méthodes de comptabilité les plus complètes. Alors, c'est pas toujours facile, hein, c'est parfois un peu complexe, mais elle fait partie de. Pour nous, on est très admiratif, hein, de ce qu'ils font. En gros, on utilise une version simplifiée qui s'appelle le Mutual PNL et qui consiste quelque part à reclassifier les investissements. Donc, par exemple, dans cette entreprise, on dit qu'on doit former, par exemple, les assistantes vétérinaires et les infirmières à certains aspects de la santé et de la nutrition. Et ben, ces éléments de formation, quand ils sont déployés, sortent des coûts opérationnels et vont dans la catégorie investissement. Et donc, quelque part, ça ne pénalise pas les pays qui dépensent de l'argent, qui investissent leur argent pour faire ces formations. On sait que ça a un effet positif sur le business, on sait que ça a un effet positif sur l'écosystème. Et donc, ces coûts-là sont sortis quelque part des objectifs financiers des managers, ce qui fait qu'ils ne sont pas pénalisés pour ce type de choses. De manière similaire, donc c'est quelque part ces coûts qui construisent du capital humain à l'extérieur, bah, quelque part c'est valorisé par le fait que ça devient un élément positif dans leur PNL interne. Donc on reviendra à ça plus tard. Le problème intervient toujours quand on commence à regarder maintenant comment est-ce que ça peut devenir, comment est-ce que ça peut faire partie du reporting financier, c'est-à-dire de la comptabilité officielle, hein, celle qui est dirigée envers le fisc ou envers les actionnaires. Et là, ça devient tout de suite un petit peu compliqué. D'accord? Ça devient un peu compliqué parce que les normes comptables ne sont pas prévues pour pouvoir prendre ça en compte. Donc aujourd'hui, tout le travail extraordinaire que font les gens dans CARE et dans d'autres donc approches de ça, finalement, ne se retrouvent pas dans les normes comptables officielles. Et donc, quelque part, ça reste confiné aujourd'hui à des outils de décision et de suivi interne qui peuvent être très efficaces, hein, au passage, on dit pas le contraire, mais simplement, ça, on a beaucoup de mal à le faire reconnaître à l'extérieur. Et ça, évidemment, je suis tout à fait friand et intéressé par les approches que peuvent apporter les autres experts autour de ces tables, parce qu'on on s'estime pas avoir évidemment tout compris là-dedans, loin de là, mais notre compréhension actuelle des choses, avec notre interaction à la fois avec les gens qui contrôlent les comptes, avec les gens qui travaillent dans ce domaine-là, est la suivante. C'est que les normes comptables françaises et internationales aujourd'hui ne permettent pas de valoriser les externalités positives des business dits biorégénératifs. Et là, en l'occurrence, je peux tout simplement dire, la partie régénérative de ce business, c'était la construction de la confiance capital social ou de la connaissance capital humain à l'extérieur de leur entreprise, hein, dans l'écosystème. D'accord? Ces éléments-là ne sont pas pris en compte et valorisés dans les normes comptables officielles de manière assez triste ou assez révélatrice, certaines industries extractives, hein, comme le pétrole et le gaz, ont réussi à faire reconnaître des réserves non exploitées comme des actifs avec certains standards sectoriels, comme l'IFRS 6, qui fait partie en fait des normes IFRS que peuvent utiliser les gens qui font qui extraient le pétrole ou le gaz. Ils peuvent faire reconnaître des externalités négatives ou positives en fonction de ces réserves, mais par contre, ce sont vraiment des exceptions sectorielles qui sont faites uniquement pour ces industries extractives et qui ne sont pas disponibles pour les autres. D'accord? Quand on regarde un petit peu les options qui sont à la disposition, par exemple, des business qui sont régénératifs dans le monde agricole ou des choses comme ça,
eh ben, on a très très peu d'options, on va dire, de valorisation ou de réévaluation de la valeur des terres agricoles euh, si elles deviennent, si elles veulent être, par exemple, si elles deviennent régénératives ou biorégénératives, parce que toutes ces normes-là exigent de prouver qu'il existe ce qu'on appelle un marché actif. Et ça, il y a toute une série de critères hein, sur la définition des marchés actifs qui font qu'en fait, en pratique, c'est assez difficile, même si on a des exemples de terrains vendus plus cher parce qu'ils étaient régénératifs et qu'ils avaient plus de biodiversité, etc. Et ben, comme le marché n'est pas aussi liquide et fluide que d'autres marchés, c'est très difficile de les utiliser en pratique pour faire reconnaître des réévaluations d'actifs précises. D'accord? Et en partie, et donc quand on arrive au plan comptable général français, hein, qui n'est pas donc l'IFRS européen, ben là, on se retrouve avec des réévaluations, encore une fois, des cas très exceptionnels et très marginaux, et qu'ils ont, et ça c'est important, aucun impact sur le résultat net. Donc il n'y a pas moyen de rendre ça impactant pour, on va dire, la fiscalité, hein, typiquement, de manière générale. Euh, donc il est toujours possible de produire des rapports internes ou extra-financiers, comme le DPEF en France, pour communiquer ces dimensions, mais pas les prendre en compte d'un point de vue fiscal ou financier. D'accord? Donc, pour continuer un petit peu cette réflexion, comme on a dit, il existe des modèles sur la base du volontariat aujourd'hui hein, pour valoriser ces externalités positives et les mettre en cohérence avec des objectifs non financiers. Mais aucun pour l'instant n'a de valeur officielle, comptable ou fiscale. OK. On espère qu'un jour ce sera le cas. Il y a plusieurs organisations qui aujourd'hui réfléchissent sur le sujet, que ce soit en France, en Europe, sur comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans les normes comptables. Mais pour l'instant, on n'a rien trouvé qui soit mis en place, qui nous permette de le faire de manière officielle et auditable aujourd'hui. Donc finalement, si ça c'est vrai, ça veut dire que les principaux leviers sont économiques et politiques. Ça veut dire quoi? Ben, d'un côté, on peut exploiter certains programmes d'incitation, comme les paiements pour services environnementaux ou le label bas carbone, qui permettent finalement à des business biorégénératifs de trouver une forme de rémunération pour leur action vertueuse qui crée des externalités positives et qui ne sont pas prises en compte comptablement. L'autre élément qu'on peut prendre, ce sont les objectifs que se sont donnés les grands industriels et qui sont des objectifs qui parfois sont assez agressifs et qui n'ont aucune chance d'atteindre d'ici 2030 s'ils ne font pas vraiment appel à du régénératif. Et dans ce cas-là, finalement, ces entreprises-là sont prêtes à venir financer des programmes qui, pour peu qu'il y ait des preuves derrière pour montrer que ça a un impact de fixation de carbone, ça a un impact de biodiversité, etc., etc., ben, ils sont prêts quelque part à financer certains de ces programmes, on va payer plus cher certains intrants, certaines pour peu qu'ils puissent comptabiliser en interne une progression envers leurs objectifs de net zéro, de biodiversité, etc., etc. Donc je pense qu'il ne faut pas du tout sous-estimer euh, la source de financement qu'est les objectifs officiels que se sont donnés les grands industriels, parce que finalement, aujourd'hui, c'est eux qui sont à la source de beaucoup des incitants financiers, hein, pour, par exemple, aller capturer du carbone dans son sol et faire de la biodiversité, etc. C'est beaucoup des entreprises aujourd'hui qui vont aller acheter des crédits de label bas carbone ou de services environnementaux. Évidemment, pour le reste, il n'y a rien de nouveau. Promouvoir les labels exigeants et se joindre au lobbying auprès des régulateurs pour que soient intégrés ces éléments-là. Mais un petit peu la, le triste constat des choses, c'est que pour nous, à notre niveau et ce qu'on peut voir, il y a très peu de choses qu'on peut faire valoir officiellement au niveau de la valorisation des externalités positives. Mais il y a évidemment des opportunités pour arriver à les mettre en place dans le cadre, je dirais, de mesures de performance interne et de mise en place d'incitation à l'intérieur des entreprises pour que ça aille dans la bonne direction. Voilà, donc moi maintenant, j'ai un petit peu fait le tour euh, de ce que je voulais partager aujourd'hui. Je suis ouvert maintenant à toutes les questions. Je pense qu'on peut même démarrer un petit peu la table ronde et les conversations sur ces sujets-là. Donc voilà, merci pour votre patience. Et, et donc à vous un petit peu la parole aussi. Donc, passionnant. Effectivement, là, on est dans le dur. Hein. En ce moment, on dit en ce moment que l'écologie est dans le dur parce qu'elle doit se confronter aux enjeux économiques. Enfin, non pas qu'elle n'ait pas fait dans le passé, mais il y a une forte attente actuellement. Donc, si je résume,
L'économie de la mutualité, c'est de créer de la valeur mutuellement bénéfique. Donc, ça passe effectivement par une raison d'être qui est posée de façon collective avec une ambition collective. Celle-ci, elle peut être à visée régénérative ou régénérative. Voilà. Donc, ce purpose peut être régénératif. Euh, et donc, on est bien sur la notion de création de valeur. Absolument. Et Economics of Mutuality dit que ce qui est intéressant là, c'est d'avoir dans ses résultats comptables euh, une valeur ajoutée. C'est-à-dire que enfin, pour qu'il y ait profit, il faut qu'il y ait plus de valeur économique dans les rentrées, à la fois de l'entreprise et de l'ensemble de ses partenaires sur une chaîne de valeur. C'est ça, Yacine. Ou- La base de ça, c'est dire, quand on crée de la valeur en collectif, chacun peut mettre dans son résultat d'exploitation enfin, une certaine valeur ajoutée. Oui. Voilà. Alors si je peux juste donner un petit exemple sur comment est-ce que ça finit par se concrétiser cette histoire, parce qu'on a parlé il y a deux aspects finalement. C'est comment se matérialise cette valeur qu'on crée au niveau des comptes de résultats. Déjà, avant de faire des reclassifications à la CARE, etc., on peut déjà voir la chose suivante. C'est-à-dire que quand on a une idée de stratégie, comme par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette idée, où on va aller faire de la formation à l'extérieur de l'entreprise. On va aller former les infirmiers vétérinaires, on va former les possesseurs, etc. En fait, on commence par faire presque un test clinique. C'est-à-dire qu'on va faire un groupe de test, un groupe de contrôle, on va former ces cliniques-là et pas celles-là, et on va voir comment est-ce que l'évolution à la fois de la santé financière des cliniques, de la connaissance dans les cliniques et aussi de la rentabilité de l'entreprise vis-à-vis de ces cliniques évolue. Et si on arrive à démontrer que ça a un impact sur la rentabilité de la clinique et sur le capital humain dans la clinique, alors on a une stratégie qui est ce qu'on appelle nous mutuelle. C'est-à-dire que ça crée à la fois un objectif, ça améliore à la fois un objectif non financier qu'on s'est donné et ça le fait de manière rentable. Une fois qu'on a déterminé ça, si on le déploie, donc là, ils ont déployé ça au sein de 600 cliniques et ils ont créé de la valeur ajoutée pour ces cliniques qui se compte en millions d'euros. D'accord? En millions Voilà. d'euros, tout simplement. Et donc là, on retrouve cette valeur dans, je dirais, le résultat net comptable très classique de l'entreprise. Là, on n'a rien reformulé, on n'a rien fait care mutuel, rien du tout. C'est déjà plus rentable au niveau de ces entreprises. Simplement, sur toutes les manières d'aborder ça, on aurait pu essayer de leur donner des marges plus grandes, on aurait pu essayer de changer les conditions de paiement, des choses comme ça, faire de la pub. Mais non, ce qu'on n'a pas fait ça, c'est qu'on a dit non, non, on va créer ça au travers de la création de capitaux externes comme le capital humain à l'extérieur. Et c'est ça qui a généré ce profit supplémentaire. Et ce profit supplémentaire, je dirais, se retrouve dans les revenus de la clinique les plus classiques, ceux qui sont dans la comptabilité classique. D'accord. Donc, il y a création de valeur qui est rentable et qui améliore le résultat net de chacun des partenaires, euh, qui est reporté dans le rapport financier. Le rapport Absolument. financier est meilleur. L'entreprise est plus rentable. Ses Exactement. partenaires économiques sont plus rentables. Nous sommes plus rentables dans notre filière, dans notre secteur. Oui, Les éléments d'impact qui sont importants puisqu'ils sont définis par cette raison d'être collective, eux, sont dans le rapport extra-financier. absolument. OK. Ensuite se pose la question mais c'est étrange parce qu'on crée de la valeur qui est justement pas que économique Oui, et celle-ci n'est pas prise en compte comptablement. Donc, exactement. Pas du tout. problème simple, c'est que les normes internationales, pour eux, le capital financier est le seul à rentrer dans l'actif de l'entreprise, là où l'économie de la mutualité comme la comptabilité CARE, disent euh, la- le capital humain et le capital euh, environnemental devraient être considérés comme des capitaux au même titre que les capitaux financiers. Oui, Mais on bute sur le fait que cette intention, même cette attention portée à égalité sur ces trois capitaux-là, ne passe pas les barrières internationales. Donc, ça se traduit comment après? Donc, ça veut dire que on peut mesurer les impacts financiers. On peut mesurer cette prospérité partagée
sur des capitaux plus durables financiers. On peut mesurer l'augmentation du capital naturel, on peut mesurer l'augmentation du capital social. On a vu les indicateurs. Donc ça, ce sont des choses qu'on va pouvoir mettre en objectif des équipes. Oui. Et des fois, il y a des incentives. Si vous atteignez votre objectif économique et celui-là, vous avez un bonus. Mhm. Comptablement, en interne, quand on a une multinationale, ça veut dire qu'on peut, sur la comptabilité interne, enlever des coûts pour les mettre en investissement, Absolument. ce qui permet de ne pas plomber une filiale qui investit. Mais dans le Exactement. reporting, Mhm. à la fin, ça reste de l'extra-financier, pas du financier. Donc, est-ce que c'est vraiment problématique cette histoire entre la théorie et la pratique? Bah, on s'est posé la question avec Yacine. On s'est dit quand même, ça serait intéressant que la valeur de l'entreprise auprès de ses investisseurs augmente parce qu'elle est plus robuste, son développement est durable. Pourquoi on aurait le même compte, enfin, comment dire, pourquoi ces indicateurs de performance, et on le sait, investir dans le sociétal et l'environnemental et dans son écosystème économique, c'est créer des entreprises qui sont donc plus performantes dans le temps, avec des meilleures relations, moins de concurrence. Bon, donc, c'est quand même dommage de ne pas arriver à valoriser ça dans un résultat comptable. Euh, alors, là, on se pose quoi comme problème? On se dit, bon, bah, il y a un truc, ça s'appelle les provisions pour risque. Puisqu'on réduit les risques, logiquement, on pourrait dire que comme on a moins de risques, euh, enfin voilà, on transforme un risque en investissement. Par exemple, si une entreprise fait de l'eau, elle a un risque que la nappe phréatique soit trop basse et polluée. Si elle investit, co-investit avec la collectivité territoriale, les agriculteurs, tout le monde, elle a plus d'eau et l'eau est plus potable, ben, elle a moins de risques économiques. Pourquoi on ne voit pas ça dans le reporting financier, puisqu'elle a un vrai capital eau qu'elle utilise, qu'elle met en bouteille, qu'elle vend? Et elle a un vrai risque d'exploitation. Je ne fais pas le schéma. On a bien vu ça en ce moment chez Nestlé, qui a une vraie politique engagée, voilà, avec mesure des résultats. Donc là, se pose la question donc, de finalement, les normes comptables internationales ne reconnaissent pas les provisions pour risque. Sauf, euh, Sauf pour le pétrole et le gaz. sauf pour le pétrole et le gaz. Parce qu'ils ont fait un lobbying intense et qu'ils disent, ah ben non, mais attendez, moi j'investis des millions dans du forage. Et si jamais je fais un forage et qu'il n'y a pas la quantité de gaz ou de pétrole que j'attendais, eh ben, moi j'ai fait une provision pour risque. Et donc eux, ils l'ont, la provision pour risque. Mais les autres entreprises ne l'ont pas parce qu'ils considèrent que, en bref, soit il y a un risque qui se matérialise dans un coût, qui Mhm. existe, soit ça ne se matérialise pas dans un coût. Donc, par exemple, tant que le carbone n'est pas, il n'y a pas un coût carbone, tant qu'il y a la biodiversité, il n'y a pas un coût biodiversité, Ouais. tant qu'on exploite les ressources naturelles gratuitement, il n'y a pas de coût, donc il n'y a pas de risque, donc il n'y a pas de provision. C'est ça, parce qu'ils considèrent que le risque n'est pas avéré, et ça a une définition légale très précise. Que le risque doit être avéré, ne peut pas être juste probable. Enfin, il y a vraiment des aspects assez techniques que je t'avoue que je ne suis pas le plus grand. Donc, en bref, tant que les entreprises ne paieront pas les coûts d'exploitation de la nature ou les coûts sur la santé des collaborateurs, la santé des fournisseurs, la santé des consommateurs, et qu'il y Ouais. aura des fois euh, des, euh, euh, des risques de rupture de la supply chain ou des risques réputationnels qui rentrent, eux, qui ne sont pas provisionnés, mais qui sont des impacts. Bon, bref. Donc, tant que l'entreprise n'a pas ce coût-là, et donc ça, Kerr dit ça, dit on provisionne pour coût, et ce qu'on devrait provisionner et donc le mettre en capital, c'est le coût de restauration de ce qui a été dégradé. Donc, en fait, c'est quand même une réflexion en coût. On ne passe pas à une réflexion en capital qui dit que l'entreprise est plus, allez, pour faire simple, robuste dans son écosystème économique, environnemental et sociétal. Donc, là-dessus, on se dit, mais on a une réflexion intéressante, on s'est dit, mais après tout, est-ce que c'est vraiment intéressant de valoriser ces capitaux-là, parce que finalement, on va payer plus d'impôts. Oui. Et donc, est-ce que c'est vraiment l'intérêt de l'entreprise
de le faire. Alors oui, si elle est en cession d'activité, et plus concrètement, bah, j'ai un terrain bio régénératif que je dois vendre. J'aimerais bien qu'il se vende à un meilleur prix que le terrain de mon voisin qui ne l'est pas. Donc, en cas de cession, il y a vraiment le sujet se pose, mais au quotidien, finalement, enfin au quotidien, dans une activité d'entreprise, il n'y a pas un intérêt énorme que de valoriser ses capitaux parce qu'on paierait plus d'impôts. Euh, Oui. et, et en termes d'investisseurs, il y a une façon de dire quels sont les investissements qui ont été mis en place pour réduire les risques et assurer la prospérité qui sont annexes au rapport financier. En fait, c'est de l'ordre de la stratégie, c'est pas de l'ordre de la comptabilité. Je crois que j'ai fini la synthèse que j'avais en tête. Les pistes qui sont en tout cas énoncées comme pour la suite sont intéressantes, c'est-à-dire se dire, bon, si l'entreprise et son écosystème, et si l'entreprise dans ces écosystèmes rend des services socio-écosystémiques, alors ceux-ci doivent être rémunérés. On ne parle pas de donner un prix à la forêt. On dit pas on va donner un prix à la santé. On dit on donne on rémunère les entreprises qui, au-delà de leur activité économique, contribuent de façon positive, nette positive. Et donc là se pose la question des normes, des certifications, des labels qui permettent d'identifier quelles entreprises adoptent telle pratique dans quel territoire et de façon absolument sûre leurs pratiques sont contributives, alors ils devraient toucher cet argent. Euh, pour faire bref, réduire les pesticides, ce n'est pas adopter une agriculture bio et régénérative. Construire des bassines avec de l'eau dedans n'est pas une pratique hydro-régénérative. Pourtant, une certaine part de l'argent va à ça et pas à ceux qui font vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Poser l'enjeu de la rémunération des services. Deux, quel label, certification, norme permet de flécher de façon irréfutable les meilleurs investissements vers la meilleure pratique. À un moment donné où, ça ne vous a pas échappé, il y a moins d'argent. Et puis, et puis finalement, il y a aussi l'importance des indicateurs avec un focus carbone, tunnel carbone, avec un label bas carbone qui ne flèche pas l'argent vers le vivant. Euh, Alors, il y a ah déjà oui, mais moyen, pas énormément. oui, oui, mais il y a déjà moyen de profiter de ce label bas carbone quand on fait du régénératif. C'est-à-dire qu'il ne Oui. faut pas l'utiliser juste parce qu'on est très content du label bas carbone, il faut l'utiliser parce qu'il permet de rémunérer du biorégénératif. C'est ça que je voulais dire. Alors non, le label biocarbone, derrière les pratiques ne sont pas biorégénératives. C'est la logique de la séquestration de carbone, l'augmentation du taux de matière organique dans le sol voilà, l'agriculture est le problème et la solution au niveau du carbone et du méthane, Mm. ou tous les gaz à effet de serre. Et il y a un intérêt à réduire l'impact global de l'agriculture et de l'élevage. Oui. Ça doit être financé. Oui. L'agriculture rend des services socio-écosystémiques. Oui. Toutefois, la capture du carbone et le marché carbone pourraient déstabiliser la façon dont on produit la nourriture qu'on mange. Mhm. Parce que c'est pas parce qu'il y a plus de taux de matière organique capturé qu'il y a plus de biodiversité ou que l'alimentation est saine. Et donc, si on commence à financiariser avec du carbone l'agriculture qui nous nourrit, c'est un risque énorme. Tout ça, et un agriculteur, je comprends qu'il ait à la fois envie de faire son travail tout en contribuant à la décarbonation, mais il ne faudrait pas qu'on commence à introduire une différence entre produire des aliments qui nous nourrissent de façon saine et capturer du carbone. Parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux, pas forcément. Et la meilleure façon pour le carbone, Olivier Armand le dit, hein, c'est l'aménagement du territoire, Mhm. travailler sur la biodiversité et le meilleur élément, la meilleure pratique qui à terme résoudra les enjeux climatiques. Donc en fait, en regardant les choses à l'envers, on commence à faire des choses qui ne font plus sens. Et donc le label bio pourrait être une piste ou un label bio régénératif pourrait être une meilleure piste avec la même démarche dans certains cas,
Mais je reste encore sceptique, moi personnellement, sur les bons biodiversités, qui pourraient permettre aussi une compensation. Là où ce qu'on souhaite quand même, c'est que la biodiversité, comme tu l'as dit, Yacine, où les enjeux sociétaux soient incorporés dans les modèles économiques des entreprises. Pas que ce soit quelque chose que je gère en fin de bilan comptable ou que j'utilise pour compenser mes impacts. Bref, donc, je crois que j'ai fait le tour. On peut prendre des questions. J'ai essayé de synthétiser ce que j'ai compris dans nos échanges avec Yacine. Et il y a bien sûr d'autres réflexions qui auront lieu sur la table ronde de Florent le 17, et on va continuer cette réflexion-là. Et en tout cas, on voit bien l'intérêt de collaborer entre les différentes approches, méthodes. Oui. Alors, Anne-Emmanuel a levé la main en premier. Oui, j'avais quelques questions. La première, c'est est-ce qu'on a une idée du pourcentage d'organisations ou du nombre d'organisations qui ont commencé à mettre en place ce système un peu d'économie de la mutualité? Mhm. La deuxième, c'est est-ce qu'on a des exemples de success stories qui, du coup, pourraient contribuer, entre guillemets, à inciter les autres organisations à aller dans ce sens-là? Et la dernière, c'est est-ce qu'il y a des travaux qui sont menés avec des universités pour justement répandre ça auprès des étudiants qui sont du coup, les futurs professionnels de demain, ou également avec des organisations comme AXA Climate qui travaillent beaucoup sur justement la prévention des risques et je crois qu'ils ont développé une solution qui permet aux entreprises de visualiser les risques sur leurs propres infrastructures. Donc voilà, c'était mes trois questions. On va essayer d'y répondre un peu comme tu veux. Donc aujourd'hui, on a un petit nombre de groupes, mais de très grands groupes multinationaux qui ont commencé à mettre ça en place. D'accord? Il y en a dans la distribution, il y en a dans la fabrication de pas mal dans le monde de la nourriture, en fait, pour être honnête, voilà, qui ont commencé à mettre en place ces éléments-là. Ce qu'il faut voir, c'est que ça reste aujourd'hui toujours très, très sur la base du volontariat, dans le sens où ce sont des leaders qui ont vraiment envie de mettre en place ce type d'approche avec lesquels on a développé des études de cas sur, bah, regardez, là, on a fait la formation dans, bah, je veux dire, le cas classique, c'est celle de je reviens à la même toujours, qui est parce que c'est la plus spectaculaire, je trouve. Euh, on a mis en place ce système de formation des assistantes vétérinaires. Et on a fait un partenariat avec une grande chaîne vétérinaire où on a formé 600 personnes, enfin 600, les employés de 600 cliniques, et contre 400 qui n'ont pas été formés, d'accord, dans un premier temps. Et donc ça nous a permis de faire un test clinique, d'accord, voilà, test contrôle, etc. Et ça, on montre qu'avec un investissement de 250 000 euros, on peut générer quelque chose comme 2 millions d'euros de ventes supplémentaires pour l'entreprise qui fait la formation, donc une rentabilité fois 8, voilà, sur l'investissement. Mais d'un autre côté, dans les cliniques, on a une baisse de 40% des départs volontaires. Et on a une augmentation significative de la satisfaction au niveau du travail, et on a une augmentation de plus de 5 millions de dollars au total sur leur rentabilité. Et donc cette mesure-là, quelque part, nous a permis aujourd'hui de dire, bon, ben maintenant on est fort de cette étude, on essaie en train de le propager ailleurs en montrant les résultats financiers, etc., etc. Avec les académiques, on avait à l'époque travaillé sur un de nos premiers programmes. Donc, c'est une entreprise qui à la base vend voilà, des friandises, pour dire ce qui est. Et quelque part, ils se disaient, bon, ben, où est-ce qu'on peut avoir une contribution positive dans les écosystèmes dans lesquels on travaille? Donc, par exemple, est-ce qu'on peut avoir des routes to market qui permettent de sortir les gens de la pauvreté? Et on les a aidés à créer en fait des systèmes sur base de capital social et humain qui permettent de recruter et de former des micro-distributeurs qui vont distribuer leurs produits dans les endroits où aujourd'hui leurs distributeurs classiques n'ont pas accès. Et une des choses qu'on mesure, c'est le nombre de personnes qui sortent de la pauvreté, par exemple. D'accord? Et là, il y a une étude de cas qui est publiée chez Oxford. Donc, c'est chercher Mawa, Oxford. Euh, Peut-être partage-nous le lien. oui, j'ai partagé le lien après. Ouais. Donc, le case study, c'est Mars Petker, hein. Et c'est Bruno Roche de Mars qui est à l'origine, hein. Donc, c'est Mars. Oui, Euh, oui, c'est Mars qui travaille avec qui on travaille beaucoup, Royal Canin en particulier. Aujourd'hui, Mars Arcana en Petker, particulier. le président de cette organisation, qui s'appelle Loïc Moutot, est un fervent convaincu de l'approche, a été un des grands artisans de ces essais, de ces tentatives, de ces prises en compte, de ces mesures.
D'accord? Il faut des pionniers comme ça. Il y a Patagonia sur la triple comptabilité, et c'est justement, et donc Mars sur Economics of Mutuality et qui SM. En tout cas, l'autre façon de répondre à la question d'Anne-Emmanuel, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont engagées dans la triple comptabilité. Mhm. Ce dont on parle là, c'est la triple comptabilité. Sauf que là, on souhaite vraiment aller plus loin. La notion de integrated value creation ou integrated reporting, c'était il y a 5-6 ans déjà, et il y a pas mal de précurseurs là-dedans. Là, juste, on va encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin dans la démarche. Mais il y a énormément d'entreprises qui se sont impliquées dans la triple comptabilité avec cette notion de, il ne faut pas faire de compromis, il ne faut plus faire de compromis. Il faut porter une même attention sur le capital financier, environnemental et sociétal. Ensuite, la notion de mutualité, on peut utiliser un autre terme qui est collaboration, elle est voilà, moins diffusée. On fait ça, sa raison d'être tout seul, on l'envoie à ses fournisseurs, on regarde sa triple comptabilité, mais on n'essaye pas de faire de l'impact collectif. Voilà. Et il n'y a pas du tout la notion de mutual PNL, quoi. C'est j'ai mon PNL, t'as le tien, et puis voilà, quoi. Ah Voilà. ouais, Alors, une autre question, je crois que c'était Stéphane. C'était pas une question, c'était un pouce pour te remercier de la synthèse, Jérémy. Mais ceci dit, j'ai quelques remarques et peut-être une question. Hmm. Sur les remarques, si je voulais savoir si vous avez regardé tout ce qui était le champ de l'industrie industrielle, écologie industrielle et territoriale. Parce que je ressens un peu cette même problématique d'à un moment donné, il faut investir pour le bien d'un ensemble d'entreprises et il y a des bénéfices qui sont générés de cet investissement-là et qui doivent être répartis entre les entreprises. Du coup, je me demandais si ça pouvait être un champ dans lequel vous pouviez puiser des expériences qui sont assez nombreuses aujourd'hui. Tu parles de Et ça rejoint responsabilité, juste précise, tu parles de responsabilité territoriale, tu parles dans les EIT, en fait, écologie industrielle et territoriale, c'est des organisations de zones d'activité où les entreprises mettent en commun leurs ressources en eau, en énergie, en un déchets. exemple? Un exemple. Un exemple, la piscine de Boulogne qui est couplée avec la patinoire. Donc la piscine, ils ont besoin de chauffer l'eau, donc il leur faut de l'énergie de chaleur. La Mhm. patinoire, ils doivent refroidir, donc du coup, ils enlèvent de la chaleur. Et plutôt que de la balancer dans l'air, ils l'envoient dans la piscine. Donc Ok. les deux sont couplés comme ça, et ça peut aller d'être beaucoup plus gros à Kalundborg au Danemark. Je crois qu'il y a 17 ou 18 entreprises qui, comme ça, s'échangent de l'eau, quoi. La première entreprise a de l'eau ultra pure, qui va être utilisée par une deuxième entreprise qui a besoin d'eau un peu moins pure, puis une troisième entreprise, pareil pour la chaleur et tout. Et du coup, ils ont ce problème de justement qui investit dans le système et comment on répartit les bénéfices en fait de tout ça derrière. Parce que Mhm. normalement, au départ, la première entreprise qui achète l'eau la plus propre, ben, elle paye tout, quoi. Et les Mhm. autres, elles pourraient dire on paye rien. Mais du Mhm. coup, voilà, il y a cette notion d'investissement initial et puis de rétribution derrière. Et je trouvais que ça Mhm. faisait écho à pas mal des discussions que vous aviez eues. Et du Mhm. coup, c'était vraiment très ouvert à me dire est-ce que ça peut être du coup un champ Yacine, tu veux d'expérimentation répondre qui ou que je existe le dans lequel on fasse? pourrait puiser des réponses. Yacine, tu veux répondre? Je le fais. Ou on le fait tous les deux. voilà, je peux avoir un premier élément de réponse, c'est que tous ces éléments restent encore aujourd'hui. Enfin, ce qu'il faut voir, c'est que la barrière principale, c'est la notion de consensus et d'auditabilité. Mhm. D'accord? C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas un consensus clair publié, et que c'est renforcé par les gouvernements au niveau de ce qui est de publication fiscale, etc., ça ne pourra pas être mis en place comme nous on voudrait. C'est-à-dire, on va mesurer ça, même dans les cas où la mesure est un succès, ce qu'on arrive à mesurer, on n'arrive pas encore aujourd'hui à faire passer ça du côté officiel à cause de cette notion de consensus. C'est-à-dire qu'on peut trouver des dizaines et des dizaines d'exemples de prise en compte très intelligente de la chose. Donc, par exemple, l'eau qu'on peut payer à différents, finalement, c'est la revalorisation de déchets, hein. L'eau qui sort de chez moi, je peux te la revendre à un prix plus faible et finalement, j'ai payé que la différence, etc., etc. C'est super, mais ça va toujours rester de l'ad hoc et quelque part sur la base du volontariat. Quelque part, on a créé cet élément-là et on l'a fait ensemble. Je pense que ça donne des idées très intéressantes aux gens, mais je pense on se trompe d'adversaire quand on pense que le problème est un problème de mesure ou que c'est un problème de partage. C'est un problème de consensus auprès des législateurs. Oui, j'ai une réponse sensiblement différente. Oui, c'est l'économie de la mutualité.
enfin, je ne suis pas l'expert, je n'ai pas été formé, hein. Mais effectivement, il y a une mutualisation, il y a une prise en conscience que dans un territoire donné, il y a un ensemble de capitaux que l'on pourrait co-gérer. Donc là, ce qui est important dans ce qui est apporté ici, c'est la notion de territorialité qui est très forte dans la régénération et qui facilite l'atterrissage de la raison d'être dans un territoire et l'implication des habitants, enfin des parties prenantes dans un territoire. Donc en ce sens-là, moi, je ne connais pas exactement ce schéma, mais quand on parle d'une filière blé, dans, euh, dans la Beauce. Bon, ben, et il y a bien cette notion d'agriculteur, de transport, de fabricant, de consommateur. Si on réfléchit Beauce, on est en train de réfléchir à des liens mutuellement bénéfiques, comme il y a là. Ce que je produis, toi tu vas, enfin comment dire, on est interdépendants. Et plutôt que d'être juste interdépendant, qu'est-ce que tu pourrais faire toi qui pourrait être utile à moi? Donc, ces logiques-là, c'est des logiques de filière de bout en bout. Là, on réfléchit à l'eau de bout en bout. Et on se dit, bah, toi, tu interviens quand? Moi, j'interviens quand? Si on pouvait se parler, s'organiser, ça coûterait moins cher. Voilà. Donc, voilà. Mais ensuite, c'est amusant que l'écologie industrielle soit aussi industrielle. Mais sinon, on retrouve les mêmes schémas dans des choses avec les carottes, hein. Enfin, je Ouais, trouve. c'est pour ça que je me disais, il y a peut-être un truc à choper pas tant dans le concept d'écologie industrielle elle-même, mais en fait, souvent ce que j'ai l'impression, à confirmer, mais c'est qu'ils s'en sortent pas tout seuls. Ils ont toujours Non. besoin d'avoir un organisme tiers qui fait la gestion, qui organise les échanges, qui organise les répartitions de revenus, etc. Et du coup, je me demande si cet organisme-là, il pourrait aussi, enfin, ce type d'organisme pourrait aider aussi, du coup, à la propagation de cette notion de mutual value entre différents partenaires et supporter la démarche. C'est bon, à J'ai pas voir. compris j'ai pas compris quel organisme. Powers. Mais je n'ai pas d'exemple de nom en particulier à donner, Il n'y a pas d'organisme, en fait. Le mais problème, c'est que il n'y a pas d'organisme supra génial, quoi. J'ai regardé l'exemple de Nestlé avec Vittel pour voir un peu ce qui s'était passé dans cette histoire-là. Nestlé a bien géré, vu qu'il y avait un risque. Il a bien vu qu'il était dépendant, en particulier des agriculteurs sur le territoire. Il a mis en place, ils ont mis en place une démarche de réduction de l'exploitation de la nappe phréatique qui s'est traduite par une augmentation du niveau de la nappe phréatique. Il y a plus d'oiseaux. Ils ont bien mesuré la toxicité de l'eau, mais dans leur approche, il me semble, mais faudrait, enfin, je ne sais pas, mais il est peut-être possible qu'ils n'aient pas su engager la collectivité territoriale. Et donc, arriver à vraiment cette réflexion territoriale de moi, je suis un acteur, il y a d'autres acteurs, nous sommes tous liés à la ressource eau d'une façon ou d'une autre, il faudrait réfléchir de façon globale. Je suis un industriel, je m'excuse, vous êtes des agriculteurs, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et à mon avis, c'est ça qui manquait pour arriver à faire une transition agricole. Enfin, je ne dis pas que c'est que les agriculteurs qui sont le problème, mais bon, quand même, c'est ce qu'on retrouve dans l'eau, hein. Donc, voilà, il fallait un investissement suffisamment grand sur une ambition temporelle suffisamment grande pour pouvoir arriver à faire transitionner plus rapidement vers du bio sans pesticides, qui fait qu'au final, bah, c'est Nestlé qui subit. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont quand même eu une démarche responsable. et du Mais, coup, c'est ça le truc, c'est plus qu'à la fin, on voit qu'économiquement, c'est profitable pour tout le monde, ah oui. même si on compte pas encore, du coup, comment la planète elle-même en profite ou la biodiversité en profite. La question, c'est qui finance le premier investissement Nous, et quels sont les moyens qu'il y a. l'économie de la Quand on prend mutualité, ouais. L'économie de la mutualité, c'est co-investir pour un co-bénéfice. Ok, ça marche. Parce que moi, j'ai l'impression que c'était plutôt la grande entreprise qui disait, moi, je pars C'est devant avec mon drapeau et je c'est vais là. poser les premiers investissements. Bah non, c'est ce que Yacine a posé dès le Ouais, départ. Se penser au sein d'un écosystème et dire quel est le problème que nous souhaitons résoudre. Et nous ouais, allons ouais. investir et nous allons avoir un PNL collectif. Donc, en Oui, fait, je suis bien d'accord, mais dans la vraie vie, ça me ça paraissait pas si heurte. facile que ça. Ah non, non, Quand on ça dit les heurte. professionnels, ils sont déjà limites en termes de rentabilité, de leur dire on va te demander d'investir plus parce qu'au global, l'écosystème va générer plus et à la fin, tu auras plus. Tu as 3 millions, t'as 3 millions d'investissements que tu divises par 10, ça fait 300 000 par an. Yes. La Ok. somme n'est pas la même. Mais du coup, c'est bien, c'est super intéressant de se dire du coup investissement partagé et valeur créée partagée.
C'est sur Super. la mutualité. La Ouais, mutualité, on l'a pas dit, mais ça vient des mutuelles. Alors, il y a une caisse commune. ouais, ça marche, ça Il y a marche. une caisse commune. Tous Mhm. les jours, tous les ans, tous les mois, on donne de l'argent dans la caisse si jamais l'un de nous a un problème. Donc, c'est bien l'économie de la mutualité vient des mutuelles, vient de l'économie sociale et solidaire, avec Ouais, la ouais. prévention des impacts sociétaux, un petit peu moins biodive. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus qui était inspirant? Je ne sais plus. Voilà, donc quoi investir pour des gains dans une justice euh, sociale? Enfin, je veux dire. Ok, ok, mais ça paraissait pas évident que tout le monde en soit capable en fait. Alors Mais oui, ça voilà, marche, ça, si je c'est viens comme de le ça, c'est retrouver. bien, quoi. Je viens de le retrouver. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on fonctionne dans un système concurrentiel. Donc, euh, je suis seul au monde, je ne dépends de personne, mais je vais être le plus fort parce que je suis attaqué. Donc ça, c'est le mindset concurrentiel individualiste. Ouais. Deuxième mindset, c'est vaut mieux produire pas cher en détruisant de la valeur que je ne paye pas pour pouvoir m'en sortir dans ce monde concurrentiel. Troisième truc, ça va être qui est un modèle mental. Vaut mieux prendre des décisions à court terme parce que de toute façon, les résultats comptables sont à court terme. Et si j'ai un mauvais résultat à la fin de l'année, je saute. Et pareil, les investissements. C'est-à-dire que le système financier est à court terme. Des fois, on te laisse 3 ans. Et puis ensuite, on Ouais. dit, ben, je ramasse les copies. Mais non, mais les impacts, ça prend 10 ans. Ben, on n'a pas le temps, mon gars. Ça fait déjà 3 ans que je te file la thune. Ça, le côté sympa avec la nature, c'est que ça peut aller Et, assez vite et- des fois. et bien sûr, le monde des ONG, enfin, le monde des organisations gouvernementales qui sont très très bien, hein, enfin, voilà, on parle là de l'Agence de l'eau, on parle du ministère de l'Agriculture, voilà, tout ça. Enfin, ils font un travail extraordinaire, mais ils ont du mal à travailler de façon organisée, structurée avec des entreprises. On demande pas au gouvernement de devenir une entreprise. On ne demande pas aux entreprises de devenir un gouvernement. On demande de mieux collaborer intelligemment sans faire du lobbying sous la table. Voilà. D'autres questions? Mhm. Est-ce que ça nous inspire des choses pour le business model régénératif qui est donc, on a pris la piste de l'économie de la mutualité il y a maintenant 5 ans euh, et qu'on a appliqué à la filière textile, numérique, en particulier sur d'autres et sur d'autres filières. Et on a effectivement à la fin, dans nos 5 ateliers, on a vraiment à un moment donné focusé sur la création de valeur. Et on a toujours des gens qui viennent nous dire en disant, mais combien ça va coûter? Mhm. Mais combien ça va coûter? Combien ça rapporte? Mais regardez toute la valeur que vous créez. Oui, mais non, attends, attends. Combien ça coûte, quoi? Ça va nous coûter très cher. Voilà, c'est pour ça que pour revenir, alors, le problème des grosses entreprises, elles ont souvent les budgets. C'est pas vraiment le problème. Le problème, ça va être très souvent être, il faut d'abord montrer que ça marche avant qu'ils participent. C'est-à-dire qu'il y a le leader un peu visionnaire qui dit on doit le faire, on doit construire des capitaux à l'extérieur, on doit faire des choses bien, etc. Et qui va aider à débloquer parfois certaines expérimentations. Mais pour moi, il est très très important d'arriver à faire ces études cliniques, la test versus contrôle, pour montrer qu'il y a un impact financier. Mm. Et finalement, c'est paradoxal, mais c'est en montrant qu'il y a un impact financier qu'on ouvre la voie vers tout ça. Donc là, nos principales réussites, là, chaque fois que ça a fonctionné parce que on a montré que sortir les gens de la pauvreté au Kenya, ça pouvait apporter jusqu'à 20% de ventes en plus dans le pays. Ça a fonctionné parce que dépenser de l'argent pour former des assistantes vétérinaires qui gagnent 1500 euros par mois, et ben en fait, ça a amélioré de plusieurs millions les revenus de l'entreprise. Ça, on l'a, nous, avec ce qu'on verra sur les labels Regenerative Organic Certified, ils ont montré qu'il y a une croissance des ventes. Et Alors ça, toujours, il faut le marteler, il faut voilà. trouver les partenaires académiques pour mettre le truc. C'est vraiment ces éléments-là qui font, parce que finalement, au final, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est d'arriver à montrer que pour les incitants, qui est le résultat net ou l'EBITDA de la personne qui s'en occupe, ben, elle est capable de montrer un meilleur EBITDA. Voilà, donc ça, c'est Laurence qui l'avait amené sur la table il y a très longtemps, les Vita. Merci, Ouais, Laurence, hein. ouais, et c'est ça, mais le fil est là, c'est que dès qu'on a des investissements qui ne vont montrer leurs impacts que l'année prochaine, Mm. Mm, mm. ça commence à devenir très difficile. Très difficile. Donc oui, donc on est bien là-dessus. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole. L'autre chose que... Tu veux prendre la parole là-dessus, Laurence, ou pas?
Bonsoir. Non, j'étais en train de réfléchir en fait entre le point de vue de Yacine et ton point de vue, Jérémy, bon, qui se retrouvent, hein. Mais moi, ce que ça m'inspire, c'est que ce que tu nous partages là, Jérémy, aujourd'hui, c'est finalement n'attendons pas le consensus en haut pour avancer. Au niveau des territoires, passons à l'action, les liens, les coopérations. On fait, on fait, on fait. On n'a pas besoin forcément de démontrer. Ce que je trouve intéressant aussi chez Yacine, et d'ailleurs j'avais une question, quand tu dis que finalement le problème, la vraie barrière principale, c'est le consensus. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accélérer l'atteinte de ce consensus donc au niveau politique et économique? Ceci dit, Yacine, je suis d'accord avec toi. Si on prend les entreprises aujourd'hui où elles sont, il faut déjà démontrer que ça marche. Donc, c'est le Oui, côté opérationnel, pratico-pratique, réaliste en fait. Et puis, il y a la vision. Mais pour moi, les deux ne sont pas antinomiques. non, non, ils sont pas géniaux, c'est juste deux pas du Aspirer temps les gens différents. avec cette vision. Et puis, pour amener les gens à coopérer, il faut leur montrer que ça marche. Il faut faire les deux. C'est Donc, en ça. fait, En gros, les gens qui réfléchissent aujourd'hui sur ces normes, on va avoir l'EFRAG hein, au niveau européen ou l'ANC en France, et ce sont ces gens-là qu'il faut arriver à convaincre de mettre en place quelque chose là-dedans. Le problème, c'est que c'est pas que les gens qui sont dans ces commissions-là, ils sont pas contre. Ils disent, moi, je veux quelque chose d'auditable. Donc, si mhm. je suis un auditeur, j'arrive et je veux auditer ce qui se passe dans telle et telle, enfin, donc la manière dont on valorise telle et telle externalité positive, la même action, la même amélioration de la biodiversité, etc., peut avoir quelque part des conséquences localement très différentes. Euh, Préserver l'eau dans les endroits où il y a des stress hydriques forts peut avoir un impact monstrueux. Dans les endroits où l'eau est en surplus, peut avoir zéro impact. Et comme ça se veut être quelque chose de standardisé partout, on se retrouve avec beaucoup de débats qui rendent les choses peu auditables au final. Donc, il faut continuer on va dire, le lobbying avec ces organisations-là. Mais enfin, pour moi, à court terme, il faut aller trouver des méthodes pragmatiques. Il ne faut pas espérer que ces valorisations vont être faites pour nous par la comptabilité. Et il faut aller profiter des objectifs que se sont fournis les industriels, que se sont donnés les industriels pour leur dire, nous, on peut vous aider en faisant ça pour vous. Et c'est comme ça qu'on va nous rémunérer en étant bio-régénératif. Il faut euh, créer ces petites associations qui sont capables de mutualiser hein, les investissements, etc. Mais ça redevient de l'action un peu bottom-up, hein, quelque part, et finalement de manière hyper pragmatique, profiter de mécanismes qui n'ont pas été inventés pour ça, quoi. Le label bas carbone n'a pas été inventé pour ça, mais il peut être utilisé pour financer les gens qui le font. Les objectifs de net zéro des entreprises n'ont pas du tout été inventés pour ça et peuvent pourtant être utilisés pour financer les gens qui le font. Mais il y avait Hmm. justement Florent qui demandait si la CSRD pouvait pas être une opportunité de mettre en lumière des opportunités de régénération, de fixer des objectifs et de les suivre pour en Justement, c'est rendre compte. ce que j'allais dire aussi. Qu'est-ce qu'il dit, Florent? Parce que pour le coup, si on cherche un dispositif qui s'applique à des entreprises qui ont quand même un certain poids sur le marché, qui est une réglementation et qui du coup est visible, bah, c'est bien la CSRD en ce moment. Mais c'est Oui. pas pris en compte, c'est pas pris en compte dans tous les résultats financiers et fiscaux. C'est la CRD, c'est la déclaration extra-financière. Oui. Oui, mais c'est un début déjà, non? Oui, oui, mais on est bien toujours sur ce que je disais tout à l'heure que ce que dit Yacine, c'est qu'il y a une croissance à impact. Bon, c'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est ça dont on parle. Et c'est bien. On veut dire, on a besoin d'argent pour investir, on a besoin d'être en pleine santé, on a besoin d'une biodiversité qui prolifère. Et on a besoin d'augmenter nos capacités. Si on est dans un monde éthique. Donc, ce qu'on dit là, c'est qu'on peut créer de la valeur avec de l'impact, mais que la valeur économique va dans un document et la valeur non économique va dans un autre. Voilà. Oui, oui, je suis Et d'accord, mais je pense qu'il faut d'abord commencer par la rendre visible. oui, mais là, si tu veux, comment dire, la séparation du financier et de l'extra-financier, ça fait faire enfin, ça fait longtemps qu'elle existe. Mais il y Ça a fait- des entreprises qui travaillent là-dessus. Le groupe Bell, par exemple, ils ont mis le financier et l'impact au même niveau. Et c'est pas les seuls. Ils ont deux rapports. Ça reste des rapports. La partie qui concerne le non financier, elle est interne, d'accord, principalement. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ne les oblige à
à faire leurs objectifs ou à quoi que ce soit du point de vue non financier, alors qu'ils ont des obligations et des aspects auditables dans l'autre. C'est-à-dire que la visibilité et la publication d'aspects non financiers, elle est partout déjà. D'accord? Nous, on voit que, Toujours de ouais. bonne qualité, mais elle est partout déjà. Donc, Nous, c'est pas la visibilité le problème, c'est la prise au sérieux. Et certaines entreprises le font de manière volontaire, mais le système ne les incite pas à faire ça. Ensuite, tu peux regarder ce qui s'appelle la comptabilité intégrée. Tu verras que c'est ce que tu amènes comme réflexion. Et c'est là, moi, où je suis parti il y a un moment, la comptabilité intégrée, qui n'est toujours pas intégrée, et la démarche Integrated Value Creation, qui m'a donc amené à l'économie de la mutualité. Donc, sur la CSRD, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des indicateurs d'impact qui, effectivement, dans les indicateurs d'impact, il y en a en particulier 12 et et ça intègre le vivant. On en a déjà parlé dans Nous sommes vivants. Et c'est un vrai commitment de l'entreprise que de dire on va mesurer et on va faire un reporting sur ce qu'on a obtenu comme résultat. La difficulté qu'on a, c'est que les équipes sont mobilisées à la RSE sur cette démarche qui se traduit par, comment dire, dis donc, on passe beaucoup de temps quand même à faire du reporting. Et ce reporting n'est pas perçu en interne, c'est le point 1, comme l'écologie, ça rapporte de la thune. Ça apparaît quand même comme quelque chose de contraignant, une responsabilité contraignante. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, ce qu'on disait au départ, c'est qu'il faut arriver à montrer que l'écologie, ça rapporte. Donc, et c'est ce qu'on a essayé de démontrer aujourd'hui avec des exemples concrets, avec des chiffres très, très enthousiasmants. Le deuxième point, à mon avis, dans cet effort de conviction que nous pouvons tous mener ensemble, et ça rapporte parce qu'il y a des produits, hein. Ça rapporte parce que l'impact est incorporé dans le produit qui est vendu. Et donc, l'impact est bien dans le modèle économique. Et voilà. Donc, ensuite, le deuxième point, je pense, pour convaincre, c'est ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, c'est-à-dire la notion de co-investissement et de co-partage des gains. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que l'investissement est lourd, qu'on ne peut pas le porter tout seul, mais si on le porte à plusieurs, l'investissement est plus léger et les gains sont plus grands. Mathématiques aussi. À mon avis, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je pense qu'effectivement, ce que vous avez dit sur l'ancrage territorial me semble important. C'est de réfléchir à nos économies mondialisées dans un monde où la mondialisation est en recul, à la territorialisation des activités qui permet de faire un lien plus direct entre l'économique, l'environnemental et le sociétal sur un territoire. Et de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut pour là où on habite. Et c'est compliqué pour des multinationales, mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Euh, de reterritorialiser la chose. Et un service socio-écosystémique, qui est donc la définition un peu, enfin, comment dire, une entreprise régénérative Je dois en malheureusement service vous quitter. socio-écosystémique, on les mesure sur un territoire. On a fini, je crois. C'est ça Oui, l'idée, oui, je dois Jessie? malheureusement vous quitter Ok, maintenant. merci beaucoup tout le C'était monde. super, merci. Je peux t'envoyer une version PDF de ce que j'ai couvert aujourd'hui, ça peut On être passe assez chaud. à tout le monde et on se Oui, retrouve donc. absolument. Merci beaucoup, C'était Yacine. top, Yacine. Merci Intéressant et beaucoup. j'ai Plaisir, hein. À bientôt, salut. C'est passionnant, merci beaucoup.